natation à la ville de Paris. Moi, j'ai eu un cursus universitaire. J'ai eu une première licence éducation physique en Tunisie. Et après, je suis venu en 2014 en France. J'ai fait la troisième année en licence entraînement sportif, option natation à Paris Sud. Et après ça, j'ai fait un master en psychologie, contrôle moteur et performance sportive avec Paris-Saclay, Paris Sud. Actuellement, je travaille en tant qu'entraîneur à le club de Massy. Maintenant, c'est un centre, on l'appelle un CAF, c'est un centre d'accession et de formation. Avant, on appelait ça un pôle espoir. Maintenant, c'est devenu, ça s'appelle maintenant CAF, il y a juste la terminologie qui a changé. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la natation, tout ce qui, tous les facteurs, surtout physiologiques. Parce que là, la présentation, c'est un complément de ce qu'a présenté Aziz. Il a pris le côté technique de la natation. Et maintenant, avec moi, on va avoir le côté physiologique. C'est-à-dire, déjà, qu'est-ce que c'est la physiologie, comment le corps humain va fonctionner, tout en étant ludique, que ça soit compréhensible par tout public. Bon, on va essayer de ne pas rentrer sur des termes assez compliqués pour que ça soit simple à comprendre. Donc, pareil, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. C'est sous forme d'échange, il n'y a pas de… D'accord. Alors, globalement, chez un sportif ou si on prend un exemple d'un nageur, déjà sur le plan technique, quand on parle de la technique, c'est en termes de coût énergétique. Pour une distance donnée, pour un effort énergétique, elle doit être inférieure que si j'ai une mauvaise technique. C'est-à-dire là, si je dis de n'importe quoi, par exemple, si je fais 50 mètres, je consomme 50 litres de gasoil, vaut mieux que je fasse 50 mètres en consommant que 40. Donc là, je suis plus efficace qu'un autre qui consomme plus. Ça, c'est pour ça qu'on parle de la technique. En natation, je pense que vous avez déjà vu avec Aziz, déjà, c'est un sport de glisse. Je fais traction, glisse, traction, glisse. Surtout pour ceux qui font le 200 mètres où il y a plus de glisse qu'un 50 mètres, où c'est plus du sprint pur. Après là, CB, c'est-à-dire on travaille sur le coup de bras. Éco énergétique, pareil, il faut quand j'améliore ma technique pour en consommer moins d'énergie que d'autres nageurs. Après, le côté physique. Quand on prend le côté physique, toutes les qualités physiques à développer chez différents sportifs. On a l'endurance, d'accord, c'est de tenir un effort le plus longtemps possible. On a la force, d'accord, d'essayer de porter des charges lourdes, d'essayer d'avoir une contraction musculaire assez importante. Et la vitesse, d'accord, la vitesse de la fréquence, la vitesse qu'on va mettre sur notre mouvement. Et aussi, on a tout ce qui est neuromusculaire et aussi tout ce qui est coordination, que mes bras arrivent à faire un mouvement, mes jambes arrivent à faire un autre mouvement sans que ça perturbe l'un ou l'autre. Ça, c'est surtout chez les nageurs, il faut avoir une très bonne coordination. Et après, tout ce qui est la souplesse. Globalement, quand on est jeune, on est souple. Et la souplesse, il y a plus d'entretien que de développement. La souplesse qu'on a en étant jeune, il faut l'entretenir. Après, pour la développer à un certain âge, ça devient plus compliqué avec la raideur musculaire et des ligaments. Le côté mental. Le côté mental aussi, je dois être fort dans tous les sports. Je dois avoir la confiance. Je dois savoir quand je monte sur le plot que je vais battre tous ceux qui sont avec moi. Et pareil, la gestion du stress. Il faut pareil essayer de gérer le stress pour qu'on ne soit pas trop perturbé, que la fréquence cardiaque ne soit pas trop élevée avant l'effort. Ça aussi, c'est un travail à faire au côté mental. Après, tout ce qui est social, l'entourage de la famille, les amis. Après aussi, on a le temps qu'on va passer jouer aux jeux vidéo, dans les réseaux sociaux. Tout ça aussi, ça a un impact
sur notre performance. Alors ça, c'est un peu qui englobe tous les facteurs à prendre en compte dans la performance sportive. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur ce point-là. Allô? C'est bon? Je vous entends. Ah, d'accord. J'entends personne. Si vous pouvez ouvrir aussi vos micros pour s'il y a des questions, tout ça, pour qu'on puisse échanger. D'accord. Donc, bon, on va passer diapo suivant. Gilbert, Frédéric? Non, personne. Parce que je vois que vos micros ils sont coupés là. Si vous avez... alors, là, rapidement, on va parler d'une course, que ce soit un 50 mètres, un 100 mètres, un 200 mètres. D'accord. Pour ceux qui font déjà, on a un départ. Pour réussir un départ, il faut faire un plongeon correct, le choix bien pointu, d'accord, bien en fusée, et le temps de réaction. Quand on est en natation, notre signal, c'est un signal sonore. Je vais l'entendre. Il faut réagir rapidement au signal. C'est pas, boum, j'entends le signal, je vais y réfléchir, je vais mettre du temps. Dès que je vais le signal, là, boum, je pars. D'accord, je pousse fort sur les jambes, je mets bien en flèche. L'entrée dans l'eau, je suis bien gainé et pointu, d'accord, la tête entre les deux bras, pour diminuer le maximum les résistances dans l'eau. Vous savez très bien que dans l'eau, il y a des freins à l'avancement, une résistance. Quand je suis bien positionné, cette résistance, elle diminue. Après, on a la coulée. Dès qu'on rentre dans l'eau, on va avoir une vitesse élevée. Donc, je fais une coulée pour entretenir la vitesse. Après, j'ai une reprise de nage. Dès que je fais mon premier coup de bras, l'idéal, c'est de ne pas respirer sur ce premier coup de bras. D'accord? Et de ne pas avoir un temps d'arrêt entre la coulée et la nage, de garder une continuité. Après, il y a la nage en elle-même. D'accord? Je glisse, j'allonge, je m'étire, j'essaie d'être grand. D'accord? Et tout en ayant des appuis. Je dois bien sentir l'eau, d'accord, sur la main et l'avant-bras. Et ma main, elle doit être bien fixe. Il ne faut pas casser le poignet. Parce que la main, elle est petite. Elle ne prend pas assez d'eau. Si je la fixe avec l'avant-bras, je vais prendre plus d'eau. Et un bon nageur, c'est un nageur qui prend beaucoup d'eau, d'accord, qui fixe bien cette masse d'eau, et boum, il la pousse vers l'arrière pour aller vers l'avant. Après, on a l'approche du mur. L'approche du mur, pour faire un virage, il faut que j'arrive avec une vitesse élevée. Si j'arrive avec une vitesse faible, je vais mettre du temps à revenir. D'accord? Si c'est un peu la loi de l'action-réaction de troisième loi de Newton, mais c'est un peu ça. Si je mets une forte puissance contre le mur, boum, je vais revenir avec cette puissance-là. Si j'arrive avec un virage un peu rythme faible, je vais avoir du temps, mettre du temps à revenir. D'accord, le virage doit être rapide et dans l'axe. Je pousse fort avec les jambes. Et après l'arrivée, d'accord, c'est les 5 derniers mètres. J'essaye de les faire sans respirer pour ne pas perdre du temps. D'accord. Pareil, si vous avez des questions ici. Alors, bonjour tout le monde. Je n'ai pas de questions. Okay. Super. Alors là, rapidement, on va rentrer un peu, comme je vous ai dit, moi je vais prendre l'axe physiologique. D'accord? Rapidement, de façon ludique, je vais expliquer le fonctionnement un peu du corps. D'accord? Rapidement, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça va rester ludique, comme ça, c'est compréhensible. Alors, d'accord, quand je fais une contraction musculaire, d'accord? Contraction musculaire, par exemple, là, je fais mes biceps. Mes muscles, ils vont consommer de l'énergie. Il leur faut du carburant. D'accord? Pour une voiture, on peut dire de l'essence, du diesel. Pour le muscle, c'est de l'ATP, de l'adésine triphosphate. Il ne consomme que ça. D'accord? Donc, notre corps, il doit créer l'ATP. D'accord? Il doit le créer. On va voir après qu'il y a plusieurs filières pour créer cet ATP-là. D'accord? Donc, là, mon muscle, il demande du carburant. Alors, mon muscle, c'est un peu, comment dire, c'est l'effecteur, c'est celui qui va consommer et produire un mouvement. D'accord? Là,
les poumons, c'est eux qui vont prélever l'air, d'accord, du milieu extérieur. Après, quand ils ont pris l'air, d'accord, là, ils viennent, il y a les globules rouges, d'accord, les myoglobines, ils vont venir pour récupérer l'oxygène qui a été prélevé par les poumons. D'accord. Les myoglobines, c'est comme si c'est une voiture. D'accord. Elle vient et cette voiture-là, elle peut prendre 4 oxygènes. Alors nous, globalement, pour faire un effort physique, il nous faut de l'oxygène. D'accord. Après, on va voir aussi la filière autre qu'oxygène. Là, on va parler de la filière surtout pour les athlètes d'endurance. Ils ont besoin d'oxygène. Et pareil pour les sprinteurs, que ce soit pour la récup. Et on va voir ça après. Donc, il y a la myoglobine, elle vient au niveau des poumons, elle va prendre de l'oxygène. D'accord. Elle charge 4. Et après, boum, elle va aller jusqu'au muscle. Et le muscle, il va prendre ces 4 oxygènes-là pour les utiliser. D'accord. Ça, c'est un peu le fonctionnement. D'accord. Ça veut dire les poumons, ils vont prélever l'air. Le cœur, il va transporter. D'accord. Il va faire un rôle de transport. Et le muscle, un consommateur. D'accord. Quand on est à l'effort, par exemple, si je fais un effort physique où j'utilise mes jambes, un grand pourcentage de l'oxygène, il va partir au niveau des jambes, au muscle actif. Il va être diminué au différent de tous les organes. Ça veut dire même au système digestif, l'oxygène, il va diminuer. Parce que même on consomme de l'oxygène, même au repos. D'accord. Pas que à l'exercice, même au repos, pour le fonctionnement du corps, du cerveau, pour le système, pour tout le système basal, on consomme de l'oxygène. Mais à l'effort, on consomme plus. D'accord. Donc, à l'effort, nos muscles, ils vont consommer, nos muscles actifs vont consommer beaucoup d'oxygène et il va y avoir moins d'oxygène, par exemple, pour le système digestif. C'est pour ça, il ne faut pas manger juste avant l'effort. D'accord. Là, on va avoir des maux d'estomac. Si moi, je mange, mon système digestif, il va fonctionner, il va prendre de l'oxygène et en même temps, je vais faire de l'effort. Donc, je vais avoir des problèmes. Parce que le sang, l'oxygène, il va être un peu perturbé. Sauf au niveau du cerveau. Le cerveau, il va toujours consommer la même quantité d'oxygène, que ce soit à l'effort ou au repos. Les autres organes, ça va diminuer. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si, par exemple, mon muscle, si on rentre un peu dans les détails, mon muscle, il peut consommer, si je dis n'importe quoi, un exemple, il peut consommer 20 oxygènes par minute. D'accord. Et mon cœur, moi, je n'ai pas assez de voitures pour lui envoyer 20 oxygènes par minute. Donc là, j'ai un manque au niveau du transport. D'accord. J'ai moins de voitures pour emmener 20 oxygènes par minute à mes muscles. Donc là, je dois aller m'entraîner. Ok. Quand je m'entraîne, je vais solliciter les globules rouges pour que j'en ai plus de globules rouges, j'ai plus de voitures. Et pareil pour ceux qui vont en altitude. Ceux qui vont en altitude, c'est un milieu où il n'y a pas trop d'oxygène. Donc, le corps humain, il a une super capacité, c'est une capacité d'adaptation. Quand on va en altitude, par un système qu'on appelle l'OPO, il va sécréter des hormones pour avoir plus de globules rouges, plus de voitures. Parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui va aux différents muscles pour le corps survie. C'est pour ça qu'on va en altitude pour avoir plus d'oxygène. Quand on redevient ça veut dire à hauteur mer, normale, on est bien parce qu'on a plus de transport. D'accord. Alors, si je n'ai pas trop de transport, je n'ai pas trop de voitures, là, je dois faire un entraînement qui s'appelle cardio, un entraînement cardiaque pour solliciter le système cardiaque. D'accord. Et si l'inverse, ça veut dire mes muscles ils peuvent consommer que 20, mais moi j'ai beaucoup de voitures. Je peux leur emmener 20 oxygènes par minute. Et lui, il peut consommer que 20. Donc là, je dois faire un travail au niveau musculaire. D'accord. Un travail périphérique. C'est-à-dire mes muscles, je dois les développer pour qu'ils consomment plus d'oxygène.
Parce que si moi, je vais lui donner que 40 et lui, il consomme 20, ça ne sert à rien que je lui donne 40. Les autres, il va les rejeter. Donc là, j'ai un travail à faire au niveau musculaire. Après, on va expliquer quel type d'exercice pour faire le travail d'emmener plus de voitures et musculaire. Après tout ça, soit on peut le savoir par des mesures physiologiques, que ce soit des prises de lactate, de glycogène, l'analyse des échanges gazeux avec le masque, soit par quand on voit un nageur ou un athlète qui est bien sur le demi-fond, on sait que lui, il a une base aérobie, c'est-à-dire un système oxydatif plus développé qu'un autre. Quand un nageur, on voit qu'il est fort en sprint, souvent, c'est un nageur qui n'est pas trop fort en système oxydatif, mais par contre, il y aura d'autres systèmes qu'on va voir après. D'accord? Là, rapidement, on va rapidement parler de ce qu'on va améliorer, de ce qu'on doit améliorer à l'entraînement. D'accord? Est-ce que vous avez des questions déjà sur… Non, non, c'est très clair. D'accord, n'hésitez pas, hein, c'est pour Non, non, mais m'arrêter. on t'en posera à la fin. Super. Ok. Alors, là, d'accord, un athlète, quelqu'un qui veut faire du sport, l'entraîneur doit faire son entraînement pour développer, comme on dit, nous, 3 filières énergétiques. D'accord? Ces 3 filières énergétiques, leur rôle, c'est de créer de l'ATP, qu'on a dit, le carburant pour les muscles. D'accord? Donc, on a 3 filières. La première filière, c'est l'anaérobie lactique. C'est une filière qui est indépendante de l'oxygène et qui produit pas de l'acide lactique. D'accord? Cette filière-là, elle utilise l'ATP brut qui est déjà présent dans le corps humain. D'accord? Nous, on a déjà de l'ATP et de la créatine. D'accord? C'est un peu un substrat aussi qu'on utilise pour cette filière-là. Cette filière-là, elle a une grosse puissance. Ça veut dire qu'elle est forte. Comme je fais, par exemple, un mouvement en haltérophilie. D'accord? Je développe une grande force, mais elle a une durée trop courte. D'accord? Ça veut dire, là, c'est tout pour un départ, pour un sprint en athlétisme d'un 100 mètres. Nous, si on prend l'exemple d'un 50 mètres en natation, ça va nous donner le départ, la rentrée dans l'eau, la coulée, voire le premier 25. Le premier 25, on est sur la première filière. D'accord? Après, il y a la deuxième filière qui va prendre le relais. Bon, les 3 filières commencent en même temps, mais avec un pourcentage différent. D'accord? Avant, les chercheurs ils ont découvert que dès qu'on termine l'anaérobie lactique, après il y a l'anaérobie lactique, après il y a l'aérobie. Non, en fin de compte, là, ils ont découvert que c'est les 3 en même temps, mais avec des pourcentages différents. Donc, après, dès que l'anaérobie lactique, c'est fini, il y a l'anaérobie lactique. D'accord? L'anaérobie lactique, il a une puissance moins importante que l'anaérobie lactique, mais une durée un petit peu plus longue. D'accord? Nous, anaérobie lactique, c'est un 50 mètres. C'est un 50 mètres en natation. D'accord? C'est un bon anaérobie lactique. L'anaérobie lactique, il utilise aussi des substrats énergétiques. Il utilise le glucose. Le glucose, par exemple, c'est tout ce qui est les sucres rapides. C'est pour ça, là, la nutrition chez un sportif, elle est très, très importante. D'accord? Parce que c'est, à part l'oxygène, notre carburant, c'est la nutrition. Que ce soit déjà pour vivre, déjà. La nutrition, on ne peut pas vivre longtemps sans manger. D'accord? Plus l'oxygène pour vivre et l'eau, l'hydratation. D'accord? L'hydratation, c'est très important quand on est en effort, forte chaleur aussi, ou même quand il n'y a pas de chaleur. Parce que quand on fait la sueur, en fait, c'est de l'eau qui s'enlève de notre corps et il faut boire de l'eau et quand l'eau diminue dans notre sang, la circulation sanguine elle est plus difficile. D'accord? C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau pour faciliter, ça devient plus fluide. On va dire. Donc, alors j'ai un point à dire pour l'anaérobie lactique. Là, je remarque que beaucoup
d'entraîneurs, d'athlètes, qu'ils parlent toujours d'acide lactique, que c'est néfaste pour le corps, que c'est néfaste pendant l'effort. Je vais juste dire un point sur ça. En fait, l'acide lactique, c'est quand on va prendre le glucose, d'accord, le nutriment, on va l'utiliser, le dégrader, on va avoir un produit final. Le produit final, c'est l'acide lactique. D'accord? On a acide et lactique. Le lactite, c'est le lactate. D'accord? Le lactate, il n'est pas néfaste pour le corps. Au contraire, le cœur, il va l'utiliser comme carburant, le foie, il va l'utiliser comme carburant. Tu as une partie du lactate qui va être réutilisée pour, ça s'appelle, bon, un terme physiologique, c'est néoglucogenèse. Une partie du lactate, elle va redevenir du glucose pour être réutilisée par le corps. Mais ce qui est néfaste pour le corps, c'est l'acidité. D'accord? Quand l'acidité elle est trop élevée, on n'arrive plus là au niveau par exemple, bon, des synapses et tout, le flux nerveux, de la saturation en O2. Ça veut dire au début, quand mon corps n'est pas trop acide, je peux prendre 4 oxygènes. Quand j'ai trop d'acidité, je ne peux plus en prendre 4, je peux en prendre que 2, que 1. Et pareil pour ceux qui fument aussi. Ceux qui fument, pareil, c'est-à-dire là, ceux qui vont fumer, le tabac, il va dire ah bon, l'O2 va descendre, c'est moi qui vais prendre ta place. C'est-à-dire on va emmener des trucs néfastes pour le muscle. Et pareil sur l'acidité, quand le corps est trop élevé. Donc ça, après, on vient sur l'aérobie. L'aérobie, c'est la filière oxydative. D'accord? Quand on parle surtout pour l'endurance. C'est une filière qui n'est pas trop puissante, mais par contre, sur la durée, si on met un footing à petite allure, on peut, je sais pas, peut-être courir 1 semaine, 2 semaines, je sais pas, on peut, elle est limitée, d'accord, jusqu'à l'infini en théorie. Donc, pareil, pour l'hydratation, quand on s'hydrate, l'acidité du corps elle diminue. Donc, ça facilite aussi pour la saturation de 2. Et l'aérobie, elle, elle va consommer du glucide et des lipides, d'accord, les substrats énergétiques. C'est-à-dire pour des marathoniens, il vaut mieux qu'ils aient un régime plus élevé glucides, lipides que autres. Mais pareil du glucose. Parce que pour le début d'effort, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le système aérobie, il met du temps à se mettre en place. Donc, il va prendre de l'énergie des autres filières. Et il va y avoir un déficit ou une dette. Je pense à un déficit. Et donc, il va y avoir un déficit. Après, le système aérobie va se mettre en place, donc il va se mettre bien. On peut parler peut-être d'un deuxième souffle sur ce moment-là. Et après, sur la récup, là, il doit payer sa dette. C'est-à-dire le système aérobie, il va rendre l'énergie qu'il a prise des autres filières. Et sur un marathonien, si je fais des accélérations, par exemple, là, je peux utiliser aussi, je fais des fois, boum, je prends un peu d'énergie des autres filières pour faire l'accélération. Après, hop, je reviens. Après, je reviens. Ça veut dire si je fais du fractionné ou du fartlek, tout ça, c'est-à-dire c'est entre aéro et… Alors là, c'est dont je vous ai parlé, les filières énergétiques. Là, si vous voyez bien, là, on a la durée de l'exercice, d'accord? Là, et là, c'est la puissance. D'accord? Là, la puissance élevée au début, on a une puissance élevée. Ça vient là, le rouge. Rouge, c'est métabolisme de la créatine phosphate, c'est l'anaérobie lactique. Après, la puissance, elle commence à diminuer, mais elle dure un petit peu plus. C'est la glycolyse anaérobie, d'accord, le système glycolytique lactique. Et après, c'est le métabolisme aérobie, le métabolisme oxydatif qui va prendre le relais avec une puissance qu'on remarque là, elle est à 200, moins élevée, mais par contre, je peux aller beaucoup. Et vous voyez comment les trois commencent en même temps avec des pourcentages différents. D'accord? C'est bon là pour si vous avez des questions? Très bien. Bon, super. Alors maintenant, on va parler de la méthode d'entraînement polarisé. D'accord? Nous,
en natation polarisée. Mais c'est une méthode qui existe depuis longtemps, mais là, ça revient, donc ça marche. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ça, surtout aussi sur le ski de fond aussi, je crois. Au début, ça m'a paru bizarre pour les sports de demi-fond de faire du polarisé, mais suite à la lecture de quelques articles, ça a l'air d'être super intéressant. Alors, je vais parler des deux méthodes. On a la méthode traditionnelle, méthode au seuil. La méthode au seuil, en fait, c'est je donne une valeur un peu physiologique. On est entre 2 et 4 millimoles à peu près. D'accord? Ça varie entre les athlètes. Et à un grand pourcentage. En fait, c'est un peu du no pain, no gain. Ça veut dire c'est dur, c'est intense, mais longtemps. Ça veut dire je vais rester sur un effort élevé pendant plusieurs minutes. Ça veut dire c'est dur pour certains nageurs, athlètes. C'est vraiment, il faut être fort dans la tête et dans le corps pour maintenir ce genre de méthode et de série. D'accord? Là, quand on voit à droite, c'est un peu, c'est en 3 zones. D'accord? La première zone, 35%, c'est du facile, comme allure d'échauffement, footing, facile, que 35%. Après, la zone 2, c'est le seuil. D'accord? 50%, c'est-à-dire on a déjà 50% de l'entraînement. Si je fais 2 heures, on est en 1 heure du seuil. Déjà, rien que l'entendre, c'est beaucoup. Moi, je trouve là sur le diapo 50% du seuil, il faut les tenir. Après, sauf si c'est un pourcentage sur la semaine. Après, il y a 15% de haute intensité. D'accord? De haute intensité, on est sur des allures courses, tout ça. Ça, c'est le modèle au seuil. Là, on a le modèle polarisé. Pareil, il se divise en 3 zones. La première zone, c'est une zone facile, 80%. On a une grande partie zone 1. D'accord? Ça englobe l'échauffement, le souple, c'est-à-dire la récup. Ça englobe le travail technique, d'accord? À petite allure. Tout ça, c'est du facile, c'est un peu de l'aérobie facile. Après, on a le seuil, on fait que 5% du seuil. Il y a quand même du seuil. Il faut en faire, surtout pour ceux qui font du demi-fond. Parce qu'en natation, le demi-fond, c'est des allures. Donc, c'est normal qu'ils font un pourcentage plus important. Après, on a la zone 3, 15%, pareil, haute intensité. D'accord? Des allures courses. Et ça, c'est un peu la méthode polarisée. Donc, pour le nageur, pour l'athlète, l'effort, il y a de l'intensité, mais pas trop longue. D'accord? Si je vous donne des exemples en natation, je lui dis par exemple le nageur, allez, on va partir sur 200 mètres bien nager, d'accord? Doucement, technique, j'allonge, j'essaie de faire le moins de coups de bras, j'essaie d'être efficace. Et après, je fais 2 fois 25 le plus rapide possible. D'accord? Ça, je lui dis, on va le faire 4 fois. Ça, c'est un peu du polarisé. C'est-à-dire, je fais du facile sur la zone 1, d'accord? Et après, je fais une petite piqûre de haute intensité. Et après, je reviens sur du facile. Et là, ça passe mieux que de rester, par exemple, en natation, faire 12 fois 200 le plus rapide possible, avec une récupération courte. Ça, c'est dur, que ce soit en athlétisme, que ce soit en natation. D'accord? C'est un peu ça le principe du polarisé. Donc, pour les séances, faire ça. Après, si je vais donner quelques travaux à faire je commence pour ceux qui font du 50. D'accord? Alors, le 50, pour des grands, c'est un sprint pur. Pour des jeunes, peut-être, oui, c'est du sprint, mais il y a une grande participation aérobie. D'accord? Pour le 50, déjà, il faut faire un bon départ. D'accord? De maintenir la vitesse qu'on a engendrée sur le départ, sur la coulée. D'accord? J'essaie d'être efficace dès la reprise de nage. D'accord? C'est pas je sors de la coulée, je m'arrête, je respire et après je reprends un nage. Non, j'essaie de faire mes mouvements sans m'arrêter. D'accord? Et la respiration, elle doit être la plus discrète possible. La respiration. Il ne faut pas que ça soit une contrainte pour la nage.
Après, je fais mon virage, je pousse fort, je reviens, je nage et je fais mon arrivée. Exemple de série pour des nageurs de 50 mètres, d'accord, c'est de faire pas mal de 25. D'accord, pour eux. Déjà, la base pour tout le monde, c'est la technique. Je ne vais pas leur faire, par exemple, un travail gestuel, un travail de puissance ou mettre des plaquettes, parce qu'en natation, on met pas mal de plaquettes pour renforcer, alors que techniquement, il n'est pas encore bon. Ça risque d'avoir des blessures, d'être trop dur pour lui. Donc, il vaut mieux commencer par un travail technique, bien nager, de l'efficacité. D'accord? Et ça, tout ça, c'est la sensation du nageur plus l'œil de l'entraîneur. D'accord? Ce qui, lui, va observer. Mais pareil, c'est bien de corréler avec les sensations du nageur. Donc, pour les 50, d'accord, faire des 15 mètres le plus rapide possible, faire pas mal de travail de battement aussi. C'est important, les jambes. Il faut leur consacrer une bonne partie pendant l'entraînement, que ce soit pour des jeunes ou pour des grands. Ça, c'est pour le 50 mètres. D'accord? Et pour être fort sur un 50 mètres, il faut être fort sur un 25 aussi. D'accord? Si je ne suis pas bon sur un 25, je ne m'attends pas à être bon sur un 50. D'abord, j'essaie d'avoir une référence de temps au niveau des chronomètres sur un 25. Et après, j'essaie de voir au fur et à mesure de ma saison si j'ai progressé ou pas. Et voir après construire un 50 mètres. Puis sur un 100 mètres. Un 100 mètres, pareil. Je commence par un 25, par un 50. C'est pour ça, le mieux, c'est d'être formé en natation dès le plus jeune âge pour passer par les différents paliers. Si j'intègre l'activité, par exemple, moi j'ai commencé la natation à 12 ans. D'accord? Un nageur à 12 ans, c'est compliqué. J'ai commencé à apprendre la technique, j'ai commencé à apprendre tout et j'ai fait beaucoup de water polo. Mais ça ne m'a pas empêché de nager 59 au 100 crawl. Ce n'est pas un temps énorme, hein, mais pour quelqu'un qui a fait plus de polo que natation et de commencer à 12 ans, ça reste correct. Donc, à n'importe quel âge, on peut quand même travailler. Mais il faut avoir toujours cette notion de progressivité. Il ne faut pas brûler les étapes. D'accord? Je commence doucement. Si là, je commence avec un volume 1000 mètres, après je fais 1002, 1004, 1006. D'accord? Qu'il y ait une logique et une progression, que ce soit en termes de volume et d'intensité, comment dire, qu'il y ait une relation entre quand est-ce que je vais placer ma séance de vitesse, quand est-ce que je vais placer ma séance d'endurance, et ainsi de suite. Après, sur un 100 mètres, pareil, il faut être bon sur un 50. D'accord? Si par exemple, je cible une 0 sur un 100 mètres, je dis, allez, moi, mon objectif cette année, je veux faire une 0 sur un 100 mètres. Si sur le 50, je nage 31 ou 30, ça veut dire actuellement, je ne peux pas faire une 0 si je fais 30 secondes ou 50. Si un 50 tout seul, si je fais 2 alors que je n'ai pas de recul entre eux, je vais être fatigué. Donc, je vais peut-être faire une 2, une 3. Donc, d'abord, pour faire une 0, il faut minimum nager dans les 27 secondes de 50 crawl. 27, 28 et avoir une bonne technique pour ne pas être fatigué sur les derniers mètres. Et si je fais ça au 50, après, oui, je peux sur un 100 mètres, je passe 28 et je termine le deuxième 50 en 30. Avec les centièmes, je peux faire 59 ou autre. Donc, c'est un peu ça. Pareil pour le 200 mètres. Le 200 mètres, par contre, là, où ça devient un petit peu plus intéressant sur les développements de toutes les filières énergétiques. Dans tous les cas, il faut les développer à tous les âges, la technique. Et par contre, pour le 200, ça reste quand même une distance mixte chez nous, chez la natation, entre le sprint et l'endurance, et un peu l'endurance de vitesse. Donc, sur un 200, il y a de la gestion. Il ne faut pas partir trop vite pour après être fatigué.
d'être efficace, d'accord, sur les coups de bras, de ne pas mettre trop de gestuels pour consommer trop d'énergie. J'essaie d'être efficace, d'exploiter chaque coup de bras. Un coup de bras qui ne va pas me permettre d'avancer, ça ne sert à rien. C'est des mouvements parasites. Voilà. Donc ça, petite liste là, d'Anthony. Chez les petits, qu'est-ce que tu préconises comme type d'entraînement? Après, chez les ados, qu'est-ce que tu préconises? Quand les gens ne sont pas des nageurs à la base, nous au pentathlon, on est souvent confrontés à ça. On apprend tous à nager à l'école, tout ça, mais bon, on n'est pas forcément des nageurs. Et quand on se met à faire du pentathlon, Oui. bah, la nage, c'est quand même la première discipline que l'on va pratiquer sur le triathlon. Et après, on va faire le laser run. Alors, qu'est-ce que tu préconises comme entraînement chez les petits, voilà, au niveau de la natation? D'accord. Alors, chez les petits, d'accord, si on, par exemple, est-ce que c'est possible d'avoir un âge? Par exemple, des gamins qui ont 11 ans, 12 ans. D'accord, ok, super. Pour 11 ans, 12 ans, ce qui est très important, d'abord, alors moi, je suis beaucoup inspiré par Raymond Cato, d'accord, un peu en natation, nous, c'est un peu la pédagogie de l'action, d'accord. Déjà, d'abord, pour les nageurs, ils doivent comprendre les caractéristiques du milieu dans lequel ils vont évoluer, les contraintes, d'accord, la flottaison, déjà, tous les ABC, les fondamentaux, d'accord, déjà, c'est de comprendre que dans l'eau, il y a une force qui nous empêche d'avancer. D'accord? Et cette force-là, rien que changeant la position de la forme du corps, elle est, on diminue cette résistance. D'accord? Parce que c'est quoi l'exemple de la résistance? C'est comme si j'ai une voiture, j'accélère et je freine en même temps. Ça ne sert à rien. Donc, tout d'abord, c'est d'enlever ce frein, de diminuer les résistances. Et après, j'accélère. Je peux ramener quelqu'un de trop musclé, je dis allez, tend les bras, mais il n'est pas très bien positionné, donc il va faire du surplace. Alors, ce qu'on dit déjà pour faire comprendre ça aux nageurs, on leur dit, par exemple, d'aller dans l'eau et de pousser contre le mur comme ça, les bras écartés. D'accord? C'est comme s'il va pousser contre le mur, il va essayer de faire ça, mais les bras écartés. Après, on va lui dire, allez, on va faire la même chose, mais en ayant les bras comme ça. D'accord? Si vous voyez bien, en ayant les bras comme ça, pointus. D'accord? En position flèche. D'accord? Et sur le premier exemple, je mets par exemple un repère, une planche. Et après, sur cette deuxième position, je lui mets aussi une planche. Bon, si là, il y a des jeunes qui écoutent, j'aimerais bien qu'ils… Moi, je connais la réponse. Mais ça serait bien que eux, ils la fassent, ils font cette expérience et vont découvrir d'eux-mêmes ça. Est-ce que c'est mieux d'être comme ça ou comme ça? D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont senti quand ils ont comme ça? La naissance de la résistance et du frein à l'avancement. Ça, c'est important. Ça, c'est le corps projectile. D'accord? C'est un corps projectile. C'est-à-dire, rien qu'en poussant comme ça, si je pousse bien orienté, je peux minimum faire 7 mètres. Déjà, j'ai fait 7 mètres minimum. Rien, sans ondule ni rien. Juste en ayant cette position-là. D'accord? Ça, c'est important de comprendre les propriétés dans l'eau dans laquelle ils évoluent. Après, pareil, dans la méthode Cato, ça veut dire on a ça. Après, c'est que le nageur, on va le mettre dans différentes situations pédagogiques pour qu'il trouve la solution tout seul. Lui, il commence à avoir une petite intelligence pour s'auto-corriger. D'accord? Ça veut dire après, n'hésitez pas, même après,
ça veut dire la visio. Si vous voulez des exercices ou autre chose, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me dire, on peut prendre plus de temps pour développer tout ça. Après, la flottaison. La flottaison, c'est pas juste un nageur. Regardez, là, je flotte, je fais l'étoile de mer. Là, je fais fusée sur le ventre. Oui, c'est bien, d'accord. Mais une bonne flottaison, c'est que le nageur il doit se sentir libre dans ce milieu aquatique. Il flotte, il descend, il descend prendre un cerceau, il s'amuse. Ça veut dire il faut qu'il n'ait pas de contraintes à chaque fois. Il faut qu'il arrive à se mettre sur immersion, flottaison, tout ça. Il passe par ça, par la découverte déjà du milieu dans lequel il va évoluer. Après, tout ce qui est apprentissage technique, après d'avoir compris dans le milieu dans lequel il évolue, déjà on a la respiration aussi. Il faut travailler bien en statique, de bien souffler sous l'eau, de bien sortir la tête inspirée, un peu ce qu'on voit sur l'école de nat. Même si je commence à 11 ans, c'est bien de passer par ça. C'est important. Et après, je commence par l'apprentissage technique. D'accord? L'apprentissage technique, je peux commencer par exemple, si je prends. Moi, j'aime bien commencer par le dos. Parce que le dos, en fait, ça ressemble beaucoup au crawl. Si je commence en dos, mais l'avantage en dos, c'est que je n'ai pas le problème de la respiration. J'ai les voies aériennes où je peux respirer quand je veux. Mais quasiment tous les mouvements, ça ressemble au crawl, juste les faire sur le ventre. Donc, moi, je préfère commencer par le dos. Comme ça, et je n'ai pas trop de contraintes pour le nageur. Comme ça, il puisse se concentrer sur ce que je lui demande. Je ne rajoute pas aussi le problème de la respiration. D'accord? L'alignement, tête, bassin, jambes. D'accord? Il faut que je sois bien aligné pour diminuer tous les freins. Si j'ai mes jambes sous l'eau, j'ai une résistance qui va être élevée. Si je regarde devant, la tête, pareil, elle va faire descendre le bassin et ça va augmenter. La tête, elle est très, très importante sur l'équilibre du corps. D'accord? Il faut bien regarder le fond du bassin pour être bien aligné. D'accord? Ça. Après, je commence par exemple, des exercices de battement. J'ai les bras là, je fais des battements en fusée. Quand j'ai envie de respirer, je fais. D'accord? Moi, j'aime pas trop utiliser le matériel, mais vous pouvez en utiliser. D'accord? Ça dépend des niveaux. Mais s'il est bien, le nageur, vaut mieux sans matériel parce que le matériel, c'est pas trop la situation réelle qu'il va avoir en compétition. C'est un peu analytique, ça veut dire vraiment isoler des trucs. Mais j'utilise le matériel. Mais il ne faut pas en utiliser beaucoup. D'accord? Même au niveau des sensations, c'est pas les mêmes. Après, là, par exemple, je me mets en battement. Si là, il a bien réussi, par exemple, deuxième longueur, j'ai fait, allez, 4 battements, tu tournes le bras gauche. En insistant sur la respiration, je souffle bien dans l'eau, j'inspire bien avec la bouche. D'accord, je souffle avec la bouche, j'inspire bien avec la bouche. 4 battements, bras droit et ainsi de suite. D'accord, crawl dos. Et après, pour vous, après, je ne sais pas si vous voulez apprendre aussi la brasse et le papillon. Mais le papillon, on peut l'utiliser aussi pas mal pour du renforcement. En natation, des fois, au lieu d'utiliser des plaquettes, on dit du papillon pour exciter un peu les muscles, un peu d'hypertrophie, et après partir sur de la vélocité. Donc, c'est un peu ça. Après, je ne sais pas si j'y réponds bien à la question. Oui, non, c'est bien. Tu expliques un petit peu ouais, tout ce qu'il y a à mettre en place techniquement, parce que c'est vrai que souvent, quand on voit nager les petits, alors les petits, ils nagent sur 50 mètres à cet âge-là. Et c'est vrai que quand on les regarde nager, souvent, on se dit qu'il y a déjà un problème technique. Ils nagent mal parce qu'ils n'ont pas de technique. Oui. Attends, excuse-moi, parce que j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Voilà, excuse-moi. Donc, oui, donc il y a un problème souvent technique au départ, et c'est vrai que si on n'a pas la technique, on ne peut pas avancer. Voilà. Et c'est vrai que c'est fondamental, avant même de parler de volume, de travail, tout ça, c'est d'avoir une bonne technique pour améliorer la glisse. Après, effectivement, il faut travailler pour acquérir de la résistance et de l'endurance. Voilà. Ok, très bien. Pour vulgariser, c'est-à-dire pour en grosso modo, ce que le nageur doit comprendre, en fait, l'eau, c'est un fluide.
C'est Oui. un fluide. Si je passe ma main comme ça, euh, on dirait, si je la passe pas correctement, on dirait que je passais ma main dans le vide. D'accord? Ce qu'il doit comprendre le nageur, c'est que quand un nageur, un bon nageur qui a des bons appuis, ça veut dire qu'il va prendre appui sur l'eau. Je ne veux pas dire qu'il va comme si c'est du solide, mais presque. J'ai quand Oui. même sentir l'eau. Et si un nageur il n'a pas d'appui, ça veut dire par exemple il fait sa traction comme ça, l'eau il va passer, il bloque pas la masse d'eau. Et si il casse son poignet par exemple comme ça, la main elle est petite, donc elle prend pas assez d'eau. Vaut mieux la fixer avec l'avant-bras pour prendre plus d'eau. Et quand je prends plus d'eau, j'ai plus de matière, donc une masse, que je vais pousser vers l'arrière pour aller vers l'avant. D'accord? Nous, dans l'eau, c'est je pousse à droite, je vais à gauche, je pousse à gauche, je vais à droite, je pousse vers l'arrière pour aller vers l'avant. Oui. C'est un peu ça, pareil, les orientations des surfaces propulsives. Si je tire sur le côté, ça sert à quoi? Je vais voir le nageur partir de droite à gauche et tout. Il n'est pas aligné. Il faut pousser vers l'arrière pour aller vers l'avant. Tout à fait. D'accord? C'est ce que l'entraîneur doit observer. Et après, ce qu'on répète pas mal à l'entraînement, prends de l'eau, prends de l'eau, ne tourne pas les bras dans le vide. Euh, la respiration, elle ne doit pas être une contrainte, c'est-à-dire rapidement tu souffles. Parce que pour l'expiration, elle est lente et profonde, et l'inspiration, elle doit être le plus rapide possible. D'accord? En langage de nageur, on peut dire le nageur, il vole l'eau, c'est-à-dire il vole l'air. C'est-à-dire Mhm. rapidement, hop, comme s'il va, personne, comme s'il n'a pas envie de, c'est-à-dire pour rigoler, mais comme s'il n'a pas, il a pas envie que quelqu'un le voit en train de respirer. Ouais. Ça doit être vraiment la plus discrète possible, D'accord. d'accord? Avec la moitié de la bouche, à la limite, garder un œil dans l'eau, d'accord? Je déforme ma bouche, hop, et je vais prendre une petite quantité d'air et je reviens, d'accord? Et ça, c'est très, très important, d'accord? La respiration, parce que beaucoup, chaque respiration, ils freinent, d'accord? Et ils doivent relancer. Et c'est trop dur, cette relance, parce qu'ils consomment trop d'énergie, Mhm. d'accord? Ça veut dire, je suis à l'arrêt et je vais relancer. Donc, c'est mieux quand j'ai une continuité, d'accord? Et je vais consommer moins d'énergie parce que je ne vais pas repartir à une vitesse proche à zéro. D'accord? Je vais quand même rester sur une vitesse plus ou moins importante. Donc, l'énergie va être moins importante. D'accord? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo par différentes évolutions ou même un document, des exercices à faire pour tel ou tel âge, pour soit, Très bien. On en parlera. Je pense qu'on pourra discuter un petit peu. Ça serait bien qu'il y ait une continuité, tu vois, dans tout ce que l'on fait. Il faudrait qu'il y ait une continuité. J'espère que